Alors j'en étais là de mon enquête, j'avais presque fini mon livre, et qu'est-ce que je savais finalement de mon inconnu? Qu'il s'appelait Grand-Père et de Cendres. Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'un état civil, quand on ne sait rien de celui qui l'a porté, c'est comme une coquille vide. Il me restait une dernière piste, un dossier qui m'attendait à Vincennes, au fort de Vincennes, où il y a le service historique des armées. Alors j'y suis allé un matin, je l'ai pris, je me suis assis à une table, je l'ai ouvert, et là il y avait tout en fait. Il y avait tout. De Cendres, René Auguste, alias Grand-Père, membre FFI du maquis Bir Hakeim, mort au Matseret, tout était marqué. Il y avait même une photo dans le dossier. Avec ses pommettes hautes, sa cravate, un air d'étudiant sage. C'est assez particulier en fait, d'avoir passé toute sa vie avec un inconnu et tout à coup, dans un dossier, de découvrir son visage. Alors dans le dossier, j'ai appris également qui était sa famille, des juifs italiens arrivés du Piémont. Le père a été taxi à Paris au début du siècle. René Auguste, lui, était ouvrier ajusteur. Arrivé à 20 ans, on lui a dit qu'il fallait partir au STO. Il n'a pas voulu. Il est parti dans l'Hérault. Il a travaillé dans une ferme. Il a entendu parler de Bir Hakeim. Il a rejoint le maquis juste avant le combat de Douche, auquel il a participé. Et dans l'un de ses rapports, Christian de Roquemorel dit que c'était un homme exemplaire, dont on avait fait un chef d'équipe, puis un sergent, 15 jours avant qu'il meure, quelqu'un qui avait été tout le temps exemplaire. Le père de René Auguste de Cendres a passé le reste de sa vie à chercher son fils. On lui avait dit que les Allemands l'avaient emporté, donc il était auprès de l'ambassade allemande en Allemagne, il l'a cherché partout. S'il avait su que dans mon village, il y avait une tombe sur laquelle était marqué un inconnu, sans doute qu'il serait venu à ce moment-là. Mais ça n'existait pas. Alors quand j'ai eu tout ça, je suis retourné voir le maire de mon village, Jacques Marron. Je l'avais vu au début et il m'avait dit, par définition, un inconnu, on ne peut pas savoir qui c'est. Alors je suis retourné le voir à la fin d'un mariage et je lui ai dit, Monsieur Marron, je crois que j'ai trouvé qui est l'inconnu. Alors il a eu cette phrase, il m'a dit, si c'est ça, il va me falloir des preuves formelles. Je pense qu'en fait, il ne tenait pas, lui non plus, à ce que je remue tout ça. Et je crois également que peut-être, en paysan instinctif, il savait très bien qu'on n'a pas le droit de se tromper quand on redonne son nom à un homme 75 ans après. Alors je voulais qu'il soit là ce soir, Jacques Marron. Il ne pouvait pas, c'était vraiment compliqué, il a essayé. Donc le week-end dernier, c'était les 79 ans du drame, la commémoration que vous avez entendue tout à l'heure. Alors je suis retourné au village et le samedi matin, je suis allé le voir avec son premier adjoint. On a beaucoup parlé. On a parlé d'un homme dont je vous ai rapidement parlé tout à l'heure. Charlie, c'est celui qui s'était enfui la veille du hameau, qui était une très belle mémoire du village. Moi, je voulais qu'il me parle du silence, de pourquoi le silence. Et il y a eu ce moment d'échange. Tout gamin, et même très tard, quand je suis venu habiter, quand j'ai investi cette maison, ça m'arrivait assez souvent d'aller dire bonsoir à Charlie. Il avait son comparse Raymond, autour d'une table, boire son canon de rouge, et voilà. Mais il ne m'a jamais parlé des crottes. Moi non plus. Jamais, pas une seule fois. Et pourtant, Dieu sait la mémoire qu'il avait. Il avait une très bonne mémoire. Il a été secrétaire de mairie. Il a été bon premier adjoint à une époque. Oui. Le cadastre, il le connaissait sur le bout des oreilles. Combien de fois dans la châtaignerie, il m'a dit que les limites sont là. Ah oui. C'est ce rocher, cet arbre. Ne cherche pas parce que le cadastre, ils sont là. Il connaissait tout. Et c'était quelqu'un qui était exceptionnel de discuter avec. C'est vrai que qui mieux que lui aurait pu, non pas remonter l'histoire, mais décrire un peu le sentiment de ses habitants. Il était à veille. Oui. Et... Moi, il ne m'en a jamais soufflé. Non, moi je n'ai jamais entendu. Alors c'est vrai qu'on ne l'a jamais, entre guillemets, poussé dans leur retranchement. Mais je ne sais pas si ça... Mais justement, il ne tenait pas à en parler. Non, j'ai l'impression qu'il ne tenait pas à en parler. Il ne tenait pas à en parler. Ce silence sur ce massacre, pour moi, vient aussi de plusieurs raisons. La première, c'est que certains, peut-être, habitants du village n'étaient pas d'accord pour que le maquiste, les résistants, soient là. Certains habitants n'étaient pas forcément d'accord par rapport à ça. D'autres qui étaient peut-être aussi un peu plus du côté de Pétain. Collabo. C'est vrai que à la fin de la guerre, tout le monde a été résistant, mais résistant d'une manière différente. Je pense que beaucoup de personnes, de nos anciens qui maintenant sont disparus, bien leur âme, mais qui savaient, entre guillemets,
qui avait eu ça, et c'était pas évident, mais ils ont voulu tirer un trait et repartir pour continuer à vivre malgré ça. Et donc un samedi matin, je suis allé le voir, Jacques Marron, puisque je n'avais pas tiré un trait et que j'avais terminé mon enquête avec mes preuves formelles. Chez moi, j'ai à peu près ça d'archives sur toute cette histoire. Là, j'avais pris un dossier dans lequel j'avais mis les pièces principales pour comprendre. Je lui ai donné, on était à la mairie, il l'a ouvert, il a commencé à tourner les pièces et il faisait... et je lui disais... Et ça a continué comme ça un moment. À la fin, il a refermé, il a dit « C'est con, on vient à peine de faire la plaque sur la tombe. » Réflexe de bon sens. Et puis après, il s'est mis à me tutoyer. Jusqu'à là, on s'était vouvoyé, comme on s'est longtemps vouvoyé avec Jean avant de devenir amis. Il s'est mis à me tutoyer, il m'a dit « Olivier, tu ne viendrais pas raconter tout ça au village ?» Et en fait, moi, j'en rêvais. Il faut se souvenir que moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, que toute l'année, je me sentais ardéchois, mais que l'été, j'étais un petit parigot, comme tous les gamins qui partent au bled. Donc moi, restituer la mémoire du village, c'était un rêve. Alors je lui ai dit oui, pourquoi pas. On a dit on pourrait faire ça le 2 mars, c'était la veille des 75 ans. Alors il a mis un mot dans toutes les boîtes, et ça disait « Le 2 mars 2019, le journaliste Olivier Bertrand viendra faire une conférence sur le massacre des Crottes. » Et en bas, il y avait une phrase en gras. « Importante révélation à prévoir. » Autant vous dire que le 2 mars, au soir, c'était la foule dans la bergerie qui sert de salle polyvalente. Tout le monde était venu. Tous les anciens qu'on ne voyait plus jamais, ils étaient tous là. Jean Brusson était venu à la Bastide pour la première fois. Je m'étais dit, Olivier, sois pas trop long, ils sont anciens, ils vont fatiguer. Mais il y avait un tel silence, je les sentais tellement concentrés, emportés dans notre histoire, que j'ai parlé pendant 2 heures, sans m'arrêter. Je leur ai tout raconté, le maquis Birakem, d'où il venait, ce qui s'est passé aux Crottes, notre histoire, le traître, c'était un soulagement, je crois. Et puis à la fin, je leur ai dit qui était l'inconnu, et puis je leur ai même projeté le visage. Alors le maire est revenu à la fin, il a dit « Est-ce qu'on peut remettre le visage de ce brave ?» Et il s'est passé ça. Alors, si vous le voulez bien, on va vous offrir le verre de l'amitié. Et ce que j'aimerais avant, c'est que vous vous leviez et qu'on ait une minute de silence pour tous ces malheureux des Crottes, et principalement pour nous. Je vous promets que c'est la minute de silence la plus bouleversante que j'ai vécue, et Jean pourra en témoigner. Alors après, la conférence a été finie, je me suis retrouvé submergé par tout le village. Ils avaient tous des questions ou des choses à me dire. Il y a un monsieur qui est venu me voir, il n'avait pas voulu parler quand je commençais le livre. Il m'a dit « C'est dommage que tu ne sois pas venu me voir, je t'aurais raconté quand il venait chez ma mère. » En fait, dans le livre, je raconte une chose que j'ai découverte qui n'est pas très agréable, c'est que mes grands-parents à moi, ardéchois, étaient des paysans catholiques et pétainistes. C'est pas très agréable. Un jour, quelqu'un de ma famille m'a dit « Tu sais, ils auraient été résistants, ça n'aurait pas fait de nous des résistants. » Ça m'a aidé à relativiser. Le fait de l'écrire dans le livre, c'est une confidence qui, à mon avis, libère la parole. La parole libère la parole. Et c'est ce qui s'est passé. Alors ensuite, on a eu du mal à s'endormir le soir. Le lendemain, il y avait la commémoration. Alors, comme d'habitude, on est descendu au cimetière. Il y avait tout le village. Comme d'habitude, on s'est réunis autour des tombes des paysans. Le maire a égrené le nom. On répondait « Mort pour la France, morte pour la France », comme tous les ans, sauf que cette année, il s'est passé ça. Depuis 75 ans, un inconnu a été inhumé aux côtés des habitants des Crottes. Il s'agit de René Descendré, maquisard, au maquis Birakem, tué par les nazis au Mas Serré le 26 février 1944. Que les habitants des Crottes et René, victimes de la barbarie nazie, reposent en paix. Alors je voudrais symboliquement que notre premier adjoint, Guichard Masson, veuille bien supprimer la plaque de l'inconnu pour mettre à la plaque René Descendré. René Descendré. Mort pour la France. Aux morts. Je crois que c'est ce matin-là que j'ai vraiment compris ce que ça veut dire, rendre son nom à un homme.